C'est devenu un lieu commun de dire que la Chine divise pour régner. En réalité, les Européens sont divisés assez naturellement. Aujourd'hui, on voit notamment les intérêts des pays d'Europe de l'Est qui ont besoin d'investissements, qui n'ont de toute façon pas beaucoup de prise commerciale sur la Chine, et ceux d'Europe du Sud qui sont très endettés et qui pensent qu'ils ont besoin de capitaux chinois. Pour les autres, c'est plutôt entre Français, Anglais, Allemands, le fait qu'ils ne se font pas complètement confiance mutuellement, et qu'au fond, on a eu beaucoup de mal à mettre sur pied une stratégie européenne réaliste. Alors, oui, bien sûr, la Chine en joue avec machiavélisme, par exemple, puisqu'elle n'est pas d'accord avec ce que pose l'Europe comme condition pour un nouveau traité sur les investissements, eh ben, elle conclut des accords de libre-échange avec l'Islande, avec la Suisse, avec tout ce qui est autour de l'Europe, si vous voulez, et puis elle fait un sommet avec les pays d'Europe de l'Est, et elle leur promet, elle ne délivre pas toujours. Voilà un petit peu la chose, mais c'est beaucoup fonction d'une absence de stratégie européenne. Alors je ne sais pas si c'est l'exception qui confirme la règle, ou bien la divine surprise de 2016, mais l'Europe s'est mis d'accord sur une stratégie commerciale assez exigeante vis-à-vis de la Chine, et il faut bien dire que c'est la première fois. En pleine crise des importations d'acier, par exemple, à des prix défiant toute concurrence de la Chine, un véritable dumping qui suit à celui des panneaux solaires, en plein boom des investissements chinois à travers toute l'Europe, l'Union européenne décide de ne pas accorder la clause d'économie de marché parce que l'économie d'État chinois ne suit pas les règles de l'économie de marché, et décide de rénover son système de défense commerciale. Ne pas discriminer contre la Chine, ce qui créerait un conflit quasiment métaphysique avec Pékin, mais adopter des règles qui permettent en pratique de continuer à sanctionner la Chine, même si elle est membre à part entière de l'OMC. C'est complètement inattendu. Je crois que, à leur manière, les Chinois y ont contribué parce qu'ils ont pratiquement refusé le dialogue sur un certain nombre de terrains économiques et commerciaux au cours des dernières années. Et donc, ils sont un petit peu pris à leur piège. Et puis, en réalité, la divine surprise pour les Européens, car la Chine commençait à menacer, c'est que l'élection de Donald Trump, le 8 novembre, juste un mois avant la date butoir pour cette décision, a complètement enlevé le vent des voiles chinoises. Les Chinois sont maintenant bien plus inquiets de ce qui se passe à Washington. Ils n'ont sûrement pas envie d'avoir une conjonction Washington-Bruxelles sur le plan commercial. Est-ce que c'est brouillard sur la Tamise ou est-ce qu'on va avoir Singapour sur la Tamise? Les partisans du Brexit, et il y en a qui sont assez rationnels, par exemple David Davis, sont persuadés que le Royaume-Uni a une offre globale attractive une fois qu'il quitte l'Union européenne et qu'ils peuvent signer des accords puissants, d'autant plus que le Royaume-Uni n'a pas hésité à saboter par derrière les capacités de négociation européennes avec la Chine, en étant toujours mieux offrant. Alors, a priori, la Chine est intéressée. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'immobilier, dans la finance. Il y a eu des émissions, par exemple, de monnaie chinoise faites à Londres. C'est quand même une place financière importante. Et puis tout ce qui peut diviser l'Europe est peut-être bon à prendre. En réalité, on n'en est pas du tout là. Pour les Chinois, diviser les Européens, c'est parfois intéressant tant qu'on reste dans l'Europe. Mais une fois qu'on a quitté l'Europe, de quelle utilité est-on en pratique pour la Chine? Et comment garantir que des investissements chinois au Royaume-Uni permettront l'accès à l'Europe? Dans ces conditions, la Chine, je dirais comme tout le monde, comme les Indiens, comme les Japonais, comme les Coréens, comme les Singapouriens, demande au Royaume-Uni de préciser les conditions de ses relations avec l'Union européenne, et le Royaume-Uni se retrouve là où il est actuellement, c'est-à-dire pris dans le piège. Alors, il entre aussi dans la démarche chinoise une stratégie peut-être de rachat au moindre prix. On n'est peut-être pas encore au fond de la crise politique au Royaume-Uni consécutive à la décision sur le Brexit, et il se peut qu'à un moment donné, le Royaume-Uni étant affaibli, la Chine sorte une offre, finalement, car il y conserve quand même un intérêt. Pour l'instant, il est extraordinaire qu'elle a fait une déclaration publique tout récemment pour dire que l'attitude de l'actuel gouvernement, n'étant pas aussi empressée ou intéressée que celle de ses prédécesseurs, elle ne ferait probablement pas de nouvelle émission de monnaie chinoise à Londres. Aujourd'hui, on peut se dire qu'avec encore 6-7% de croissance et
depuis 30 ans 10% de croissance, la Chine peut regarder l'Europe de haut. En réalité, ce n'est pas le cas. Peut-être le gouvernement chinois a une stratégie, celle qu'on a décrite, par rapport à l'Europe. Mais la société chinoise et ses élites, elle est fascinée par la capacité européenne de conserver la culture, qui a été largement perdue en Chine pendant des décennies, par un système social, on l'oublie, qui fonctionne mieux en Europe que partout ailleurs. Et d'ailleurs, même les élites communistes, en partie, regardent l'Europe nordique. Et troisièmement, par la liberté, par la sécurité juridique, qui n'existe pas en Chine. Ceci sans les extrêmes d'inégalité qu'ils découvrent forcément aux États-Unis. Alors j'ai 3 images, 3 temps pour ça. Un souvenir, mon première rencontre avec des étudiants chinois, la première génération en France, en 1979, ils étaient à Aix-en-Provence. Beaucoup étaient arrivés avec du savon emballé dans des vieux numéros du quotidien du Peuple parce qu'on leur avait expliqué que c'était la disette en Europe et qu'il fallait être préparé pour tout. C'est le début. La Chine n'était pas très européenne à la sortie de l'ère maoïste. 1989, je vais à Shanghai après les événements de Tiananmen et dans une petite gargote shanghaïenne où des clients comprennent que je suis français, je me fais de façon inattendue, complètement inattendue, féliciter parce que mon pays avait donné asile à des dissidents du printemps de Pékin. Il fallait être courageux pour le dire à ce moment-là et c'est tellement loin de la ligne officielle. Aujourd'hui, l'histoire est autre. L'Europe est un supermarché gastronomique, culturel, un supermarché pour la santé, très souvent. L'État chinois y trouve des investissements à bon compte, peut-être pas extraordinairement rentables, mais moins risqués qu'en Amérique latine ou qu'en Russie, pour ne pas parler du Proche-Orient. Et c'est en ce sens que l'Europe a plus d'importance qu'on ne croit pour la société chinoise. La Russie avait joué le rôle pendant la première décennie du régime. La Russie a été le pont vers la modernité. Ça a éclaté une première fois avec la rupture de 1960 et une deuxième fois, bien sûr, avec la chute du régime. Aujourd'hui, il n'y a pas de raccourci vers l'Europe, il faut aller en Europe.